Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Le rendez-vous panafricain, merci d'avoir pris de votre temps pour être face à votre petit écran et nous accorder cette très belle heure d'information politique, économique et touristique. Je suis Constieka. À l'entame de cette émission, nous allons nous rendre aux États-Unis pour voir un tout petit peu les prouesses d'un ministre de la République de Côte d'Ivoire. Nous irons au Cameroun, au Ghana, au Gabon, Côte d'Ivoire, au Togo, au Sénégal, au Congo, Kinshasa, non, plutôt au Congo-Brazzaville, autant pour moi, au Tchad, au Burkina Faso. Et enfin, on aura fait comme ça un petit parcours de ce qui se passe en Afrique, côté information. Restez les nôtres. D'abord, le pays du président Joe Biden. Ce pays où les Africains, surtout une bonne partie de ministres et de présidents d'institutions de Côte d'Ivoire, s'y sont rendus pour assister à des conférences. Et là, nous allons parler de Maître Adama Kamara, qui n'est autre que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Restez les nôtres. Nous allons aux États-Unis, en marge du 7e forum annuel sur le financement de la santé. Aux États-Unis, Maître Adama Kamara, ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale, a sensibilisé la diaspora ivoirienne des États-Unis d'Amérique. Et là, l'adhésion à la CMU en Côte d'Ivoire a été totale par la diaspora ivoirienne du côté des États-Unis. Reportage Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Dans le cadre de la tenue du 7e forum annuel sur le financement de la santé, co-organisé par la Banque mondiale, l'Agence américaine pour le développement international et le mécanisme de financement mondial pour les femmes, les enfants et les adolescents, le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, a conduit une mission à Washington DC et à New York du lundi 15 au lundi 22 avril 2024. En marge de ces activités, le ministre Maître Adama Kamara a organisé une campagne de sensibilisation de proximité sur les modalités d'adhésion au régime de retraite complémentaire par capitalisation ainsi qu'au régime social du travailleur indépendant à l'endroit de la diaspora ivoirienne vivant aux États-Unis au consulat général de Côte d'Ivoire à New York. Les membres de la mission permanente de la République de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies et du Consulat général de Côte d'Ivoire à New York reçoivent ici des informations sur les bienfaits de la complémentaire ainsi que de la couverture maladie universelle. Les membres de la délégation conduite par le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, ont répondu à toutes leurs préoccupations. Dans l'après-midi, la communauté ivoirienne vivant aux États-Unis a reçu à son tour le message de sensibilisation et d'adhésion à la couverture maladie universelle et au régime social des travailleurs indépendants. À la demande du président de la République, nous avons opté pour un système d'identification au niveau de la couverture maladie universelle de dernière génération, l'enrôlement biométrique. Et la Banque mondiale a été fortement séduite par ce système d'enrôlement, un système antifraude. Nous travaillons sur ce sujet-là avec toutes les perspectives d'utilisation qui pourraient être faites des données biométriques. Prendre les bonnes décisions pour assurer sa retraite pendant que l'on est encore capable de le faire. Il s'agit de la vision globale défendue par le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara. Les objectifs que nous poursuivons, faire des cotisations sociales la première source de financement de la santé. Nous sommes venus nous imprégner des connaissances de la Banque mondiale qui déjà à Abidjan nous appuie sur comment faire pour que notre économie, qui est dominée par le secteur informel, assez productif, nous puissions prélever à la source des cotisations sociales aussi bien pour l'assurance maladie que pour l'assurance vieillesse. La Banque mondiale non seulement nous soutient, mais va nous appuyer en termes d'expertise pour que ce chantier
importants que nous avons commencés à Bassam deviennent une réalité. Cette séance d'information et de sensibilisation vise à permettre à la diaspora ivoirienne de bénéficier de nombreux avantages qu'offrent les différents mécanismes de protection sociale afin de leur assurer une retraite épanouie, mais aussi de garantir la santé de leurs ayants droit ou familles vivant en Côte d'Ivoire. Toutes les inquiétudes des membres de la délégation conduite par le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Camara, ont été satisfaites. Direction le Cameroun, ce pays, pour vous qui nous regardez du côté de la Chine, du côté du Canada ou encore au fin fond des États-Unis, sachez que le Cameroun est un pays situé en Afrique centrale et qui est présidé par le président Paul Biya. Au Cameroun et surtout dans la région du littoral, le professeur Guillaume Ekambi Dibongue est le nouveau PCA de l'université de Douala. Installé dans ses fonctions le 15 avril 2024, en présence des hautes autorités administratives, des personnalités politiques, à l'exemple de M. Hervé Emmanuel Nkom, des chefs traditionnels et surtout la présence du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur du Cameroun. Le professeur Jacques Famendongo, ministre d'État dans le gouvernement camerounais. Reportage, Raoul Sonkwe. Professeur Guillaume Ekambi Dibongue, c'est le tout nouveau président du conseil d'administration de l'université de Douala. Il a été nommé à la tête de cette institution le 9 avril 2024 par décret présidentiel en remplacement du professeur Théophile Ngando Pondo. Le nouveau PCA de l'université de Douala a été installé dans ses nouvelles fonctions ce 15 avril 2024 par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, le professeur Jacques Famendongo. C'était en présence du gouverneur de la région du littoral, du préfet du Vouri, du ministre des Sports et de l'Éducation physique, du ministre des Transports, directeur de l'université de Douala, des autorités traditionnelles et religieuses, ainsi que de plusieurs autres personnalités. Lors de cette cérémonie d'installation, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et chancelier des ordres académiques, tout en félicitant le nouveau promu, a instruit une feuille de route avec démarrage immédiat pour le développement du centre de développement du numérique universitaire. Je ne doute pas un seul instant qu'ils sauront tenir le gouverneur de l'université de Douala, comme par le passé, avec dextérité, ténacité et inventivité, dans l'accomplissement de leur mission fort sensible. Je leur demande, 1. de s'investir personnellement et résolument dans la mise en place de l'éducation 4.0 avec le démarrage immédiat. J'ai dit bien immédiat, et cette épithète n'est pas fortuite ou fantaisiste ou superfétatoire. Démarrage immédiat du Centre de développement du numérique universitaire, offert par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, aux étudiants de l'université de Douala, gage de leur insertion socio-professionnelle et de leur avenir proactif. C'est l'impératif catégorique numéro 1 sur lequel vous serez désormais jugé. Oui, on m'a dit qu'il y a des problèmes d'intendance. Le bâtiment a été construit, il est équipé, mais il y a des problèmes d'intendance. Vous êtes là pour régler les problèmes d'intendance. Ce n'est pas l'électricité qui va hypothéquer l'offre du président de la République. Professeur titulaire hors échelle des universités, pur produit des universités du Cameroun et de France. Précédemment vice-recteur chargé de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde, le professeur Guillaume Ekambi Dibongue, nouveau président du conseil d'administration de l'université de Douala, mesurant l'ampleur de sa tâche, n'a pas manqué de dire toute sa gratitude à la haute hiérarchie pour la grande confiance placée en lui pour la gestion de cette université de la capitale économique du Cameroun. Je voudrais vous exprimer mon émotion, ému par
l'acte de reconnaissance de la République par le biais de la plus haute autorité, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Par son acte, il a reconnu, j'espère, les valeurs que j'essaie de cultiver depuis plusieurs années, à savoir tenter d'être protecteur de l'intérêt général, tenter d'être autant que possible le protecteur de la chose publique, les valeurs d'honnêteté, les valeurs de droiture et bien entendu les valeurs d'esprit de compétence. Mais je suis ému aussi par l'acte de reconnaissance traditionnel. Longondo, le peuple Sawa, vient de me passer un message, vient de me confier ce qui pourrait s'assimiler, je dis bien s'assimiler, à une responsabilité. C'est pourquoi je suis habité par deux sentiments. Le premier sentiment, c'est celui de l'humilité. Toujours l'humilité, où qu'on se trouve, avec qui l'on se trouve, quelles que soient les circonstances, l'humilité. Et le deuxième sentiment, c'est bien entendu celui de la protection permanente, la quête permanente de l'intérêt commun, de l'intérêt général, au-dessus de nos égoïsmes personnels, car seul l'intérêt général, car seul l'intérêt commun doit triompher. Et c'est pour ça que et la République et la communauté Sawa m'ont confié ces responsabilités. C'est donc une nouvelle ère qui souffle désormais sur l'université de Douala, qui déjà affiche fière allure, mais qui devra davantage travailler à former des jeunes entrepreneurs capables d'impulser le développement du tissu économique national à travers la création des entreprises répondant aux normes de qualité supérieures. Après le Cameroun, faisons un petit saut dans la zone anglo-saxonne, pour ne pas dire la zone d'expression anglaise en Afrique. Et là, nous allons directement au Ghana, le pays du président Nana Akufo-Addo. Dans la recherche de plus de bonheur pour leurs agriculteurs et producteurs de cacao, le président ghanéen, son Excellence Nana Akufo-Addo, et le Premier ministre ivoirien, M. Robert Begré-Mambé, ont inauguré le 18 avril 2024 les locaux d'un organisme bilatéral stratégique. Charlotte Adoulaye nous en donne l'écho avec Séverin Tchatchoua-Osson et Marcel Bassolé à la post-production, au regard de Gérard Richard Gozo. Le président de la République du Ghana, son Excellence Nana Akufo-Addo, et le Premier ministre ivoirien M. Robert Begré-Mambé ont inauguré le 18 avril dernier à Accra les locaux de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire, Ghana, organisme bilatéral dédié à la défense d'une plus juste rémunération des producteurs. Ces deux pays sont les principaux producteurs mondiaux de cette denrée, dont le prix à la tonne a dépassé $10 000 fin mars 2024. La Côte d'Ivoire et le Ghana, en tant que leader mondial de la cacao culture, bénéficient très peu de la richesse générée dans la chaîne des valeurs cacaoyères. En l'état des choses, les présidents Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo, respectivement président de la République de Côte d'Ivoire et du Ghana, ont posé les bases d'une coopération stratégique bilatérale dans la filière cacaoyère. Aujourd'hui, la transformation des fondamentaux de l'économie cacaoyère est en cours. Les producteurs de cacao et leurs pays sont au centre des échanges. La mise en œuvre du différentiel de revenus décent permettant d'atteindre un prix plancher a survécu aux attaques, aux critiques et aux tentatives de contournement. La recherche d'un revenu décent pour le producteur de cacao s'impose progressivement comme le nouvel horizon pour une cacao-culture durable. L'initiative Cacao est le projet et le fruit de la déclaration d'Abidjan en mars 2018 où la Côte d'Ivoire et le Ghana ont tracé une nouvelle trajectoire en privilégiant la nécessité et l'urgence de trouver une solution durable à l'amélioration des prix aux producteurs.
La Côte d'Ivoire et le Ghana engagent les réformes, anticipent les chocs, élaborent les dispositifs d'une rémunération stable. Les actions notables qui donnent à la filière cacao une vitalité concurrentielle sont aussi à signaler. Il s'agit entre autres de l'élaboration et l'entrée en vigueur de la norme ARS 2000, une norme panafricaine. Elle est jugée beaucoup plus ambitieuse et bien plus complète que la plupart des normes internationales existantes, sans oublier l'opération dos à dos d'arrachage intensif des pieds de cacao infectés. C'est le lieu également de saluer les efforts des équipes techniques du Ghana et de la Côte d'Ivoire qui ont travaillé avec efficacité au renforcement et à la consolidation de notre initiative commune. Seul, on va vite, dit un proverbe africain. Mais ensemble, on va plus loin, dit encore ce proverbe. Le Ghana, qui abrite le siège de l'initiative cacao, est résolu à assurer l'avenir de l'industrie du cacao en collaboration avec la Côte d'Ivoire. Je suis engagé pour le cacao non seulement parce qu'il constitue une richesse importante dans nos économies, mais également il occupe l'essentiel de nos populations. Il nous faut garantir la compétitivité de cette filière majeure. Le défi est d'influencer le marché international à la mesure de notre représentativité. Plus de 60% de l'offre mondiale de cacao est représentée par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et oui, voilà ce qui fait plaisir aux populations africaines de voir comment nos leaders s'organisent. Nous allons au Gabon, ce pays d'Afrique centrale présidé par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État gabonais. Le Gabon, par son nouveau gouvernement, inspire confiance à tous égards et surtout hors des frontières. Les Gabonais étant fiers de leur chef d'État qui a échangé avec le PDG du groupe Assala Energy UK et Gabon. Reportage Teddy Ossé, Charlotte Abdoulaye, Gérard-Richard Gozo et Eric Bikek. Le président de la transition, président de la République du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est entretenu le mercredi 24 avril 2024 avec M. David Roux, président directeur général du groupe Assala Energy UK et Gabon, qui accompagnait M. Edgar Mba Onyan, directeur général d'Assala Gabon. Dans le cadre du rachat par l'État gabonais des actifs de la société Assala Gabon à hauteur de 75% le 15 février dernier, le président de la transition a tenu à s'assurer ce jour du respect par les deux parties des priorités et des obligations liées à cette acquisition. Il s'agit notamment du maintien de la production et de la sécurité et la préservation des acquis sociaux des employés gabonais au sein de la dite structure. La reprise des actifs d'Assala par l'État gabonais, par GOC, il était important pour nous de nous assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde quant aux priorités de cette activité. Aujourd'hui, nous nous sommes accordés sur le fait qu'il y a des obligations à respecter des deux parties et tout le monde était d'accord sur le fait que le processus était sur la bonne voie et le président de la République nous a rappelé les priorités. Le président de la transition, président de la République du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a insisté sur l'atteinte des objectifs de cet acte historique qui vise entre autres à sécuriser les ressources nationales pétrolières, élever le PIB, augmenter les recettes et marquer la souveraineté de notre pays dans le secteur. Et oui, le Gabon inspire confiance au même titre que l'UIL, l'Université internationale de Libreville. On aura dans quelques mois à vous donner une information capitale qui honore ce pays, le Gabon, et surtout la nouvelle gouvernance avec le Premier ministre et le chef de la transition, à savoir le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vous reviens dans un instant. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée.
et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Après cet extrait qui nous présente cette très belle université, l'Université internationale de Libreville, nous allons encore parler du Gabon. Le président de la transition gabonaise, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a inauguré l'école de Prytanée militaire de Lalala. Teddy Ossé depuis Libreville, Raoul Sankoué et Eric Bikek. Le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema, procède à l'inauguration de l'école Prytanée militaire de Lalala en présence du chef du gouvernement, M. Raymond Donsima. À l'entame de la cérémonie, près de 19 personnalités militaires et civiles ont reçu des distinctions honorifiques. Le personnel militaire du Prytanée militaire de Lalala ont été décorés des médailles d'honneur, de génie militaire, tandis que les personnalités civiles ont quant à eux reçu des médailles allant du grade d'officier, de chevalier et de commandeur de l'ordre de l'éducation nationale. Cette œuvre architecturale qui a été mise en œuvre par les plus hautes autorités de la République témoigne des efforts déployés par l'État du Gabon pour l'éducation des jeunes Gabonais. Les populations du 5e arrondissement, par ma voix, vous souhaitent la plus cordiale des bienvenues chez vous. Et nous vous disons à Bora, à Kewa, Liboti, à Kiba, Levelewe, pour cette mémorable réalisation. Étant donné que le gouvernement de transition accorde une grande importance à l'éducation de qualité, le ministre de l'Éducation nationale a évoqué des diverses décisions prises par le président de la transition, le président de la République du Gabon, son Excellence, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui ont eu un impact significatif sur diverses couches sociales. Fort sentiment de fierté lorsqu'en tant que Gabonaise, je prends part à l'inauguration de ce beau temple du savoir, gracieusement offert à notre système éducatif, alors même que le douloureux souvenir de la destruction du centre préscolaire municipal de Lalala en décembre 2020 est encore présent dans notre mémoire collective. L'école du Prytanée militaire de Lalala est située dans le 5e arrondissement de Libreville. L'infrastructure moderne, répondant aux normes de l'UNESCO, est bâtie sur une superficie de 5200 mètres carrés pour une capacité d'accueil de 500 élèves au total et comprend une salle multimédia, une bibliothèque, une cantine, une infirmerie, un bâtiment administratif et 22 salles de classe subdivisées en préscolaire, primaire et secondaire. L'admission à cet établissement sera conditionnée par un concours dans les mêmes conditions de transparence de celui du Prytanée militaire de Libreville, intégrant les parents, les enseignants, les élèves et le personnel qualifié du Prytanée militaire. Le chef de l'État a effectué une visite guidée des locaux grâce à la volonté des plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la transition. Cette nouvelle école vient contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage et de combler le déficit en structure scolaire. La prestation des élèves du Prytanée militaire de Lalala a été l'un des moments forts de cette inauguration sous le regard admiratif du président de la transition, président de la République du Gabon, son Excellence, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Après le Gabon, nous allons tout de suite au Cameroun, le pays du président Paul Biya, et vous verrez l'attraction aujourd'hui de l'Occident vis-à-vis de l'Afrique. Nous allons parler des investissements et d'un forum. La 4e édition du Cameroon Investment Forum, l'attrait des investissements productifs au cœur de la mise en œuvre de la politique d'import-substitution. Raoul Sankoué, Gérard Richard Guezo, Eric Bikek et Séverin Tchatchoua. L'attrait des investissements productifs dans les chaînes de valeur agricoles, halieutiques et pastorales en vue d'intensifier la dynamique d'import-substitution au Cameroun, focus sur les filières riz, maïs,
poissons, lait et palmiers à huile. Voilà le thème qui retiendra l'attention tout au long de la 4e édition du Cameroon Investment Forum 2023 qui s'est ouvert le 17 avril 2024 dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Un marché d'investissement placé sous le haut patronage de son Excellence Paul Biya, président de la République. Organisé par l'Agence de promotion des investissements API, cette foire du marché d'investissement a réuni entre autres les membres du gouvernement, des directeurs d'établissements bancaires et financiers, des promoteurs et porteurs de projets d'investissement, des responsables des fonds d'investissement, des responsables des organisations professionnelles et des patrons du secteur privé local. Au cours de la cérémonie solennelle d'ouverture de cette 4e édition du Forum camerounais d'investissement, les participants ont échangé avec un panel d'experts sur les atouts de la mise en œuvre de la politique d'import-substitution. Nous importons pourquoi ? Nous importons parce qu'il y a une faible structuration des chaînes de valeur. Chacun agit dans un maillon ou dans des maillons sans tenir compte effectivement de l'interconnexion ou les résultats des autres. Donc il faut un écosystème autour d'un champion, d'une entreprise championne et qui va permettre véritablement de créer ce qu'on appelle une valeur qui apporte une valeur ajoutée. Donc le premier problème de l'import-substitution réside sur la non-maîtrise du marché. C'est-à-dire que quand vous regardez les statistiques, je vais parler tout à l'heure des statistiques du marché sur le riz, on est à près de 264 milliards. Si nous disons qu'aujourd'hui nous voulons financer la production du riz au Cameroun, nous réduisons de moitié. Effectivement, c'est 264 milliards. Ça nous fait à peu près 132 milliards. 132 milliards, c'est suffisant pour pouvoir impulser la production du riz localement. Et on peut aller de manière crescendo jusqu'à ce que nous arrêtons totalement les importations du riz. Et on doit le faire dans tous les autres. Durant la journée économique Cameroun-Inde, qui a suivi la cérémonie d'ouverture, des discussions se sont enchaînées entre des potentiels porteurs de projets camerounais et des experts ainsi que des partenaires techniques dans le secteur agricole. Il s'agit de mobiliser et d'orienter les investissements vers les filières de niches telles que le riz, le maïs, le poisson, le lait, l'huile de palme, afin de réduire le déficit commercial du Cameroun et de valoriser le Made in Cameroun. Des habitants de plus de 1 milliard presque 1,5 milliard, ils réussissent à les nourrir. Ils font l'agriculture. Ils ont développé les technologies, non seulement les technologies, mais les semences. Donc, étant donné que l'agriculture, c'est une de nos priorités, c'est un grand intérêt. Non seulement pour venir s'implanter ici, mais aussi pour éventuellement venir implanter les usines de fabrication de machines agricoles. Ils ont aussi le numéro, je me dis presque le numéro 1 en pharmaceutique en tant que pays. Donc ils sont intéressés aussi de créer les sociétés de fabrication de produits pharmaceutiques ici. Donc le Cameroun a beaucoup d'intérêt. Presque tout ce que nous on veut faire, ils ont les expertises, ils ont eu marché. Nous aussi on a les marchés, non seulement la population du Cameroun, mais à travers nos voisines et tous les continents africains. À travers ce marché d'investissement, il est davantage question de mettre en relation les porteurs de projets d'investissement avec les partenaires techniques et financiers dans le but de contribuer à l'augmentation du volume de financement des projets. L'Inde, partenaire technique, souhaite accompagner tous les porteurs de projets dans le secteur agricole au travers d'une coopération gagnant-gagnant avec la mise à disposition des machines de production agricole et l'implantation des usines de transformation. So it can actually serve English-speaking Anglophone Africa as well as a Francophone Africa. I'm coming from pharma industry. As a company, we want to reach last mile patients. To bring medicine where the patient wants it instead of traveling outside and country and get a treatment. We want the treatment should be available here. So as a company, we are ready to collaborate with Cameroonian partners to give our technologies, research and development, our quality, our regulatory expertise, as well as our manufacturing expertise. Au niveau local, le centre de réseau des filières de croissance n'est pas en reste. Il joue également un rôle stratégique dans l'accompagnement et le financement des porteurs de projets. Nous
faisons dans la structuration et la spécialisation des entreprises. Leur structuration en termes de montage, nous les accompagnons dans les études que nous réalisons la plupart du temps. Et avec l'appui du gouvernement de la République, nous les accompagnons dans le montage technique même de leurs projets et de leurs plans d'affaires. Nous les accompagnons au plan technique à travers des diagnostics et même des conseils techniques et spécifiques dans différents points, dans différents domaines. Au-delà de cela, nous avons notre paquet d'accompagnement qui est l'accompagnement à la recherche des financements. Des appuis multiformes et multisectoriels avec pour seul et unique objectif booster la productivité locale des petites et moyennes entreprises et valoriser le Made in Cameroun. À travers cette 4e édition du Cameroun Investment Forum 2023, l'API souhaite, en collaboration avec les autres administrations et organismes publics et privés, contribuer de manière significative à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la promotion des investissements au Cameroun. Nous allons emprunter tout de suite l'une des rares compagnies qui dessert encore le continent. Grâce à cette compagnie, les capitales du continent africain, surtout francophone et même, je dirais même anglophone, sont reliées. Air Côte d'Ivoire nous amène tout de suite en Côte d'Ivoire, le pays présidé par le président Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, le lancement des Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire sur l'initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant que dirige Mme Nassénéba Touré a été présidé par le Premier ministre chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé. Reportage Charlotte Abdoulaye, Ousmana Koulibaly, Lévite Vonan et Marcel Bassolé. Sur l'initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, les toutes premières assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire ont été officiellement lancées le lundi 22 avril 2024 à Cocody par le Premier ministre chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé, ceci en vue de recueillir les besoins des femmes dans toute la Côte d'Ivoire. Les Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire apparaissent donc comme un cadre idéal de réflexion et de proposition des femmes de Côte d'Ivoire dans toutes leurs composantes pour réfléchir ensemble sur les sujets au cœur de leurs préoccupations quotidiennes et d'identifier les solutions idoines qui permettront d'assurer leur plein épanouissement individuel et collectif. Cette première édition est placée sous le thème « Fédérer et valoriser les énergies féminines pour le développement de la Côte d'Ivoire ». Fédérer et valoriser les énergies féminines pour le développement de la Côte d'Ivoire. Tel est le thème de ces assises qui constitue une occasion privilégiée pour réunir les femmes autour de sujets d'intérêt commun, avec un double objectif: créer une plateforme de dialogue entre les femmes d'une part et d'autre part constituer une force de proposition unique et authentique pour améliorer les politiques publiques sur la condition de la femme dans notre pays. Des caravanes seront déployées dans 14 régions et 15 localités à travers la Côte d'Ivoire lors de cette édition. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne-Désirée Ouloto, marraine de l'événement, a appelé à la mobilisation générale, notamment des femmes, autour de la ministre en charge de la femme pour le succès de ces assises. Il nous appartient de tirer le meilleur profit de toutes ces rencontres qui auront lieu, qui nous permettront de briser des liens, d'ouvrir des voies et de dessiner des perspectives heureuses et prometteuses pour l'épanouissement des femmes, mais aussi des filles de Côte d'Ivoire. Au cours des prochaines semaines, des missions conduites par la ministre des Femmes seront à votre écoute. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de niveau social, il s'agit des droits de toutes les femmes, quelle que soit notre position sociale, quelle que soit notre position géographique. Nous ne devons donc pas nous auto-censurer. Prenant la parole à cet effet, le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé, a salué l'organisation de cette belle initiative des ANAFSI qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et dans la feuille de route du gouvernement qui est de bâtir un pays égalitaire où les hommes et les femmes s'y retrouvent.
Le Premier ministre ivoirien, M. Robert Begré-Mambé, a également exprimé son admiration envers le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara et son épouse, Mme Dominique Ouattara. Les grandes avancées sociales et économiques réalisées par la Côte d'Ivoire depuis 2012, sous le leadership du président Alassane Ouattara, ont permis une amélioration certaine de la condition des femmes dans notre pays. Cependant, nous ne devons pas ignorer que des défis majeurs restent à relever si nous voulons permettre aux femmes d'occuper toute leur place dans notre société humaine, transformer leur vie au quotidien et par ricochet la vie de la nation. Je tiens tout particulièrement ici à rendre un hommage vibrant à Madame la Première Dame Dominique Ouattara, véritable source d'inspiration et qui, dans les sillons du président de la République, mène tous les combats pour l'émergence et l'autonomisation des femmes dans notre pays. Ces assises permettront à la fin de construire une plateforme de solidarité à l'endroit de la femme, d'autant plus que le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a de tout temps inscrit au cœur de son action politique la femme, son autonomisation et son plein épanouissement. Nous allons quitter la Côte d'Ivoire pour le Togo. Le Togo présidé par son Excellence Faure Essozingbaya-Singbe, ce pays de paix, ce pays qui a décidé de passer à un régime parlementaire. Au Togo s'est tenue la prestation de serment de 2 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle togolaise. Raoul Sankoué nous en fait le rapport, avec à ses côtés Séverin Tchatchoua, Jean-Richard Guezo et Marcel Bassolé. Le président de la République du Togo, son Excellence Faure Essozingbaya-Singbe, a présidé la cérémonie de prestation de serment de 2 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Il s'agit de Payado Aboukpessi, désigné par le chef de l'État, et Kwame Meisso, élu par l'Assemblée nationale, précédemment ministre en charge de l'administration territoriale et président de la Cour des comptes de l'Union économique des États d'Afrique de l'Ouest. Le chef de l'État togolais, son Excellence Faure Essozingbaya-Singbe, a rappelé aux récipiendaires leur rôle essentiel dans le maintien de l'ordre constitutionnel et la protection des droits fondamentaux des Togolais. Messieurs les récipiendaires, vous allez rejoindre les éminents membres de la Cour en une période cruciale de la vie nationale où notre pays opère des choix majeurs qui sont déterminants pour l'avenir de la démocratie et de l'état de droit. Je ne saurais trop vous engager à tenir en la plus haute estime la mission qui va bientôt vous incomber, car votre rôle est essentiel dans le maintien de l'ordre constitutionnel et la protection des droits fondamentaux de nos concitoyens. Au regard des états de service élogieux qui sont les vôtres dans vos responsabilités professionnelles et institutionnelles, je sais que notre pays pourra compter sur votre intégrité et votre sens de la justice, sur votre impartialité et votre responsabilité, ainsi que sur votre attachement au respect des droits humains et à la transparence. Les récipiendaires ont par la suite prêté serment devant le chef de l'État togolais. Je jure de bien et fidèlement accomplir mes fonctions en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des votes et des délibérations, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle. Le chef de l'État togolais, son Excellence Faure Essozingbaya-Singbe, a demandé aux nouveaux membres de faire preuve d'intégrité, d'impartialité, du sens de la justice dans l'accomplissement de leur mission avant de les renvoyer dans leurs nouvelles fonctions. Les 2 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle vont, aux côtés des 7 autres membres, veiller au respect des dispositions de la Constitution togolaise. La Cour constitutionnelle du Togo
selon l'article 100 de la Constitution togolaise, se compose de 9 membres de probité reconnus, désignés pour un mandat de 6 ans, renouvelable une seule fois. Elle est également habilitée à connaître du contentieux des élections présidentielles, législatives et sénatoriales et des consultations référendaires. Restons toujours en Afrique de l'Ouest et allons faire un tour du côté du Sénégal, ce pays gouverné désormais par une paire de la jeunesse, fière jeunesse sénégalaise, à savoir le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko. Nous allons parler du Sénégal. Le président de la République sénégalaise, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, plaide pour un partenariat repensé avec l'Europe, à l'occasion de l'audience qu'il a accordée à M. Charles Michel, président du Conseil européen. Raoul Sankoué, Gérard Richard Gozo, Marcel Bassolé. Le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, le lundi 22 avril 2024 dernier, M. Charles Michel, président du Conseil européen. À cet effet, le chef de l'État sénégalais s'inscrit dans la continuité d'une amitié fraternelle avec l'Union européenne. Cette collaboration dynamique, qui concerne des domaines cruciaux, sera adossée à la vision d'une mise en place par le président du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, et son gouvernement. Prenant la parole lors de leur déclaration conjointe, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a salué l'excellence des relations qui existent entre l'Union européenne et le Sénégal. Monsieur le Président, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue avec votre délégation. J'apprécie beaucoup votre visite qui témoigne des liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et l'Union européenne, entre l'Europe et l'Afrique plus largement. Il y a certainement les pesanteurs de l'histoire, la proximité géographique, une coopération ancienne et des défis communs tels que la paix, la sécurité et les changements climatiques que nous devons adresser ensemble. Nous avons discuté de coopération multiforme entre l'Union européenne et le Sénégal. J'ai exprimé au président Michel mes remerciements pour le soutien constant de l'Union européenne à notre pays dans plusieurs domaines de coopération tels que l'eau, l'énergie, l'agriculture, la santé, le transport, le numérique, la jeunesse et l'emploi. Prenant la parole à son tour, M. Charles Michel, président du Conseil européen, a tout d'abord tenu à féliciter le président sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, pour son élection à la tête du Sénégal. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour vos mots chaleureux. Merci pour votre hospitalité. Et je souhaiterais naturellement commencer par vous féliciter pour votre élection. Féliciter le gouvernement pour son entrée en responsabilité ainsi que le Premier ministre et souhaiter aussi tous mes vœux de succès afin que vous puissiez rencontrer les objectifs que vous avez fixés pour votre pays, pour votre population. Il s'agit alors d'un projet, celui d'un Sénégal souverain, souvent soutenu par une économie locale, qui sera mise en avant. La collaboration avec l'Union européenne reposera sur ce cadre de travail. Nous avons eu l'occasion, effectivement, d'avoir une bonne conversation, un bon échange extrêmement fructueux qui a permis de constater que nous avions une ambition commune de travailler pour un partenariat bilatéral de qualité, fondé sur 2 principes clés, le respect et la confiance. Et l'un va naturellement avec l'autre. Et ce premier exercice, cette première rencontre, traduit, je le pense bien, cette notion de respect et de confiance. Nous avons abordé dans le cadre bilatéral les différents piliers pour lesquels nous pensons qu'un travail additionnel, des impulsions supplémentaires sont nécessaires. Soutenir l'économie productive, les infrastructures, la formation professionnelle, la formation technique, adresser aussi des sujets. Lorsqu'il y a le sentiment que les sujets doivent être abordés, on ne doit pas le redouter. Dans le secteur de la pêche et des ressources halieutiques, par exemple, regarder quels sont les faits, voir de quelle manière on peut, si c'est nécessaire, apporter des
des améliorations de part et d'autre afin de rencontrer un certain nombre de préoccupations légitimes. Le président sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a plaidé pour un partenariat repensé avec l'Union européenne et la communauté internationale en général. Il est vrai que la coopération est dense et multiforme, mais ensemble, nous voulons bâtir un partenariat repensé, rénové et fécondé par une vision partagée d'un ordre international plus juste et reflétant les réalités du monde actuel. Un partenariat adapté aux mutations et apte à soutenir la dynamique novatrice que nous voulons imprimer à nos relations. Les amis et partenaires du Sénégal sont invités à nous accompagner dans la réalisation de notre programme pour un Sénégal souverain, un Sénégal juste, un Sénégal prospère dans une Afrique en progrès. J'ai également évoqué avec le président Michel nos priorités qui s'articulent autour d'un modèle économique endogène d'industrialisation avec comme rampe de lancement le secteur primaire, à savoir l'agriculture, l'élevage, la pêche, mais aussi le renforcement des infrastructures économiques telles que les chemins de fer, l'électrification, les télécommunications et les réseaux routiers. La réduction graduelle du déficit budgétaire est aussi une priorité pour le gouvernement. Comme vous le savez, elle passera par l'amélioration de la qualité des dépenses publiques, une fiscalité plus efficace pour une meilleure mobilisation des ressources intérieures, un mécanisme de paiement de l'impôt là où se crée la richesse et une lutte contre les flux financiers illicites. Il y a eu d'autres sujets d'intérêt commun, tels que la situation sécuritaire au Sahel, la paix et la stabilité en Afrique et de l'Europe sont étroitement liés. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et M. Charles Michel, président du Conseil européen, en sont bien conscients. Un bond qualitatif entre le Sénégal et le Congo Brazzaville. Nous allons parler de quelque chose qui est innovant et qui donne envie aux Occidentaux de se dire l'Afrique est pratiquement, comme on le dit en Côte d'Ivoire, l'Afrique est debout. Congo-Brazzaville, le pays que dirige le président Denis Sassou Nguesso. Et oui, désormais 10 millions de francs CFA pour soutenir le projet de start-up le plus promoteur d'Afrique centrale. Raoul Sonkoué, Richard Gozo, Eric Bikek. Suite à la réussite de la 7e édition, le Salon international de la technologie et de l'innovation d'Afrique centrale, les OSIAN, revient pour sa 8e édition, autour du thème « Le numérique, un moteur de performance ». C'est ainsi que du 23 au 24 avril 2024 à Brazzaville, la capitale de la République du Congo, les questions sur le contexte international caractérisé par les avancées technologiques, les besoins des utilisateurs, des gouvernants, des entreprises publiques et privées, tout en répondant à la vision stratégique du salon. Alors, ce que l'on attend, c'est de réellement sortir de cette édition avec des solutions innovantes, donc en mettant réellement en avant les solutions innovantes. On a vu des délégations qui arrivent, qui eux sont en train de présenter leurs produits, que ce soit au niveau de l'espace culturel. Vous avez pu faire le tour et voir comment les solutions sont déployées. La 8e édition est baptisée Kolonga et également met en accent sur le numérique, le développement de performance aux PME via le numérique. La 8e édition du salon ASEAN suscite d'immenses attentes parmi les jeunes innovateurs, car le challenge Visio récompensera le meilleur projet du bassin du Congo, avec un prix d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Et j'aimerais aussi revenir quand même sur la nouveauté de cette édition, parce que vous avez su le remarquer tout à l'heure, vous avez vu en termes de reconfiguration du Palais des Congrès, là on a des espaces intérieurs. La nouveauté est aussi organiser la 3e édition du Challenge Startup Bassin du Congo, qui aura
a pour finalité la récompense, c'est-à-dire la remise du prix de la meilleure start-upper, et le prix cette année s'élève à 10 millions de francs CFA. Le ministre de l'économie numérique du Gabon, de la République démocratique du Congo et de la République du Congo participe à la 8e édition du Salon international de la technologie et de l'innovation de l'Afrique centrale des Osianes. Il convient de souligner que les organisateurs de ce salon prévoient de mettre en place un fonds pour soutenir le financement des startups. Après le Congo-Brazzaville, nous restons toujours en Afrique centrale et on va aller du côté du Tchad. Le Tchad qui se trouve simplement à la corne, pour ne pas dire à la crête du Cameroun. Le Tchad qui est dirigé par un gouvernement de transition. Et ça y est, ils ont décidé d'aller aux élections présidentielles. Et c'est pour très bientôt. Nous allons parler de lancement de cette campagne présidentielle. Officiellement, la campagne présidentielle est lancée sur toute l'étendue du territoire tchadien depuis le dimanche 14 avril. Et il est lui-même en course, savoir le président de la transition tchadienne, Mohamed Idriss Déby Itno. Elle nous fait le très bon reportage pour le lancement de cette campagne qui s'est tenue le dimanche 14 avril du côté de N'Djamena. Reportage Charlotte Abdoulaye, Éric Bikek. Le 14 avril dernier a été marqué par le début de la campagne pour l'élection présidentielle du 6 mai 2024. Différents candidats ont convenu de rencontrer leurs militants afin de présenter leur programme politique. Le candidat de la coalition Tchad Uni, le général Mohamed Idriss Déby, a organisé un meeting de lancement de sa campagne au cœur de la capitale, N'Djamena. C'est une occasion pour lui de faire le bilan sur la transition et de présenter son programme politique aux Tchadiens, un programme politique axé sur 12 éléments essentiels, allant de la réforme de l'appareil sécuritaire à la solidarité sociale et au développement des infrastructures essentielles. Selon le général Mohamed Idriss Déby, candidat à la coalition Tchad Uni, les 3 années de transition ont été l'occasion de comprendre les besoins fondamentaux des Tchadiens. Nous allons promouvoir un État solidaire pour tous. Nous allons créer un fonds de solidarité nationale pour soutenir les couches vulnérables. Faire de la solidarité intercommunautaire la base de la solidarité nationale, assurer la gratuité des accouchements et les premiers soins, valoriser les indices des pensions. Le général Mohamed Idriss Déby Itno, candidat de la coalition Tchad Uni, a présenté un plan de relance de l'économie tchadienne d'une valeur de 3 000 milliards de francs CFA sur une période de 5 ans. Ce plan comprend la promotion du secteur privé, l'industrialisation et la modernisation des secteurs clés, ainsi que la construction de 700 km de routes pour désenclaver et relier le Tchad aux pays voisins. Il promet également que sa politique de revalorisation des ressources humaines mettra également l'accent sur la jeunesse et les femmes. Raffermir la promotion de la femme et de la famille dans la société. Nous avons déjà commencé depuis le temps du feu Marshall, paix à son âme. Et nous avons continué pendant la transition. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, 2 femmes généraux dans notre pays. Il y a une femme pour la première fois qui préside une de nos grandes nations de la République. Donc, la femme sera au centre de mon quinquennat. Le général Mohamed Idriss Déby Itno, candidat de la coalition Tchad Uni, a également promis de créer un fonds de solidarité au profit des ménages vulnérables. Il convient de rappeler que le meeting a eu lieu en présence des dirigeants et des militants de 200 partis politiques alliés. Nous allons en Côte d'Ivoire où nous allons évoquer l'agenda du vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Thiemoko Mélète-Kourni, a reçu en audience au palais présidentiel le président de la haute autorité de la communication audiovisuelle de Côte d'Ivoire et ses homologues africains et francophones. Depuis le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, Ousmane Coulibaly, Lévite Vonan et Constant Ika.
Arrivé ce 24 avril 2024 en début d'après-midi au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, le groupe des régulateurs africains et francophones conduit par M. René Bourgoin, président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle en Côte d'Ivoire et vice-président du réseau des instances africaines de régulation de la communication et qui ont pris place dans la salle réservée pour cette audience. À ses côtés, il y avait Madame Latifa Arkabak, présidente de la ACA du Maroc et présidente du réseau des instances africaines de régulation de la communication, Madame Armela Krasniki, présidente de l'autorité audiovisuelle de l'Albanie, Madame Vestine Naïmana, présidente du Conseil national de la communication du Burundi, Monsieur Joseph Chebonken Kalabutso, président du Conseil national de la communication du Cameroun, et enfin Monsieur Roch-Olivier Mestre, président de l'ARCOM France et président du réseau francophone des médias. L'arrivée de Madame Masséré Touré Koné, secrétaire générale de la présidence de la République, qui souhaite à tous les membres du groupe un chaleureux aquaba, précède l'arrivée du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Tiemokomele Koné. L'entretien entre le vice-président de la République de Côte d'Ivoire et ses hôtes aura duré plus d'une heure d'horloge. Le groupe des régulateurs africains et francophones a tenu à exprimer toute la reconnaissance de leurs instances au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, pour la réussite de la conférence internationale qui a réuni 24 pays pour leurs travaux en terre ivoirienne. L'évolution technologique, dont l'intelligence artificielle entre autres a été à l'ordre du jour de leur conférence internationale. Au sortir de cette audience accordée par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Tiemokomele Koné, le groupe des régulateurs s'est prêté aux questions de la presse nationale et internationale. Sinen était là. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Notre groupe de régulateurs représente d'abord deux espaces importants, l'espace africain et l'espace francophone. Il y a ici le régulateur de l'Albanie, le régulateur des médias du Burundi, le régulateur de Cameroun. Il y a aussi Monsieur Roch-Olivier Mestre qui préside le réseau francophone des régulateurs des médias et qui est le président de l'ARCOM, le régulateur français, et moi-même qui suis la présidente de la Haute Autorité de la Communication du Maroc et la présidente en exercice du réseau des instances africaines de régulation des médias. Cette réunion nous a permis d'abord d'exprimer nos différentes salutations et nos remerciements les plus sincères à son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, El Hassan Ouattara, pour les excellentes conditions dans lesquelles nous avons pu réunir cette conférence internationale où il y a eu plus de 24 pays. Nous avons aussi la possibilité de travailler dans un cadre qui nous a permis de tenir des réunions de haut niveau, des réunions très riches avec des représentants des plateformes numériques globales. Et c'est une première de venir sur cette bonne terre ivoirienne à la faveur de ce débat qui nous a permis d'abord d'avoir des idées communes et convergentes sur la manière avec laquelle il fallait dialoguer avec ces plateformes numériques globales. L'Europe a pu mettre en place, dans le cadre de son dialogue avec les plateformes, des réglementations qui permettent de préserver les citoyens européens utilisateurs de ces plateformes numériques de médias sociaux. Ce dialogue nous permet, nous, Africains, de nous inspirer de cette expérience, mais surtout de promouvoir un modèle africain de régulation des médias qui soit aux standards internationaux, c'est-à-dire d'abord basé sur le principe de respect de la liberté d'expression et en même temps soucieux d'installer une réglementation qui permette aux sociétés africaines, aux citoyens africains d'exercer en toute confiance leurs droits dans l'espace numérique global. Notre souci, c'est d'abord d'approfondir ce dialogue pour faire face à ce rythme spectaculaire de l'évolution technologique. Nous avons parlé d'intelligence artificielle et nous nous sommes posé la question comment faire en sorte qu'à travers ces principes de la régulation, on peut permettre à nos citoyens de profiter des formidables opportunités d'innovation, de liberté d'expression, de reliance sociale que nous offre le numérique et que nous offre l'intelligence artificielle, mais en même temps, comment faire face aux risques numériques qui sont
induits par cette évolution technologique qui a besoin d'être aussi encadrée. Le numérique, le phénomène du digital, les risques et avantages, comme nous le rapporte aussi le président de l'ARCOM France, président du réseau francophone des médias, M. Roch-Olivier Mestre. La régulation des grands acteurs du numérique est aujourd'hui une préoccupation mondiale. On la retrouve sur tous les continents, dans tous les pays. On sait les formidables apports de ces réseaux, que ce soit des moteurs de recherche, que ce soit des plateformes de partage de contenu, que ce soit des réseaux sociaux. Elles nous sont très utiles dans nos vies quotidiennes, mais on sait aussi les risques qu'elles comportent en matière de désinformation, de haine en ligne, de harcèlement, d'atteinte au processus démocratique. Et donc la question de leur régulation est une question qui est posée aujourd'hui sur tous les continents. Et c'est très important que deux réseaux, le réseau francophone, le réseau africain des régulateurs, se réunissent pour partager leur expérience, pour partager leur approche de ces questions, qu'on ait réussi à faire venir 4 très grands acteurs du numérique, Google, Twitter, TikTok, Meta, pour pouvoir échanger sur ces sujets et voir comment progresser dans la régulation de ces questions. C'est alors que s'est achevée dans une cordiale ambiance entretenue par Mme Massiré Touré-Koni, secrétaire générale de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, qui a souhaité un bon retour aux membres du groupe des régulateurs dans leurs pays respectifs. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir comme ça des régulateurs africains et francophones qui se mettent ensemble. Quand on voit aujourd'hui les dérapages dans les réseaux sociaux, nous sommes en lieu de nous poser de nombreuses questions. Direction le Burkina Faso, ce pays des hommes intègres, ce pays frère à la Côte d'Ivoire. Et là, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont fait ce qu'on appelle la paix des braves. Le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, son Excellence Téné Birahima Ouattara, s'est rendu au Burkina Faso afin de rencontrer son homologue burkinabé. Au milieu de cette rencontre, la décrispation des relations ivoiro-burkinabé et surtout la lutte contre le terrorisme. Ousmane Coulibaly et Constant Ricard. La décrispation dans les relations entre les deux pays frères, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, est à l'initiative de la visite de son Excellence M. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, auprès de son homologue du Burkina Faso, le général Kassoum Coulibaly, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants du Burkina Faso. Rencontre qui, entre autres, devra mutualiser des efforts dans la lutte contre le terrorisme. Les deux ministres d'État se sont rencontrés à Niankoloko pour parler de la gestion de la frontière entre les deux pays en période de crise. La rivière Le Rabat, que surplombe un pont, sert de frontière à cet endroit précis entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. C'est à cette frontière que la partie burkinabé est venue accueillir la délégation ivoirienne. La délégation du Burkina Faso est conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général Kassoum Coulibaly, qu'accompagne le ministre délégué chargé de la sécurité et des chefs militaires. Il est 9h35 lorsque la forte délégation ivoirienne arrive au rendez-vous comme prévu. Conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara. Comment ça va? Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien. Le ministre de la Sécurité. Comment allez-vous? Ça va bien. Après cet accueil qui traduit de fait la fraternité des peuples ivoiriens et burkinabés qu'incarnent toutes ces deux délégations, qui se dirigent vers la mairie de Niankoloko sous haute sécurité pour la circonstance. C'est le lieu choisi pour cet entretien entre les deux ministres d'État et leurs délégations respectives. À l'entame des travaux, les deux ministres d'État se sont retirés pour un tête-à-tête qui aura duré 1 heure d'horloge. S'en est suivi la plénière et enfin, les deux pays se parlent après une brouille liée simplement à la gestion de la frontière marquée par l'arrestation des soldats de part et d'autre. C'est alors que M. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, prend en premier la parole. Cette rencontre que nous avons souhaitée, nous, parties ivoiriennes, était très utile pour nous permettre de nous parler. Je voudrais donc, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire,
M. Alassane Ouattara, vous remercier, qui donc apporte son salut fraternel à son jeune frère, le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Je voudrais, Monsieur le ministre d'État, vous dire que les peuples qui sont de part et d'autre de ces frontières sont des peuples qui ont pratiquement beaucoup de choses en commun. Nous avons en commun parfois la langue, nous avons en commun des cultures, nous avons en commun beaucoup de choses. Et pour ce faire, ces deux peuples doivent tout faire pour rester ensemble. C'est la raison de ma visite ici ce matin à Niangoloko, pour que nous puissions nous parler. S'il y a des points d'achoppement, que nous puissions les régler, que nous puissions aller de l'avant. Toute caméra exclue pour permettre dans la sérénité le démarrage des travaux qui ont duré 6 heures d'échange, pour enfin au sortir rédiger un communiqué conjoint gardé confidentiellement, paraphé séance tenante par la partie ivoirienne et burkinabé, qui donne ainsi espoir, selon les 2 ministres d'État, dont la parole reviendra au général de brigade Kassoum Koulibaly, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants du Burkina Faso. Nous avons vraiment favorablement accueilli cette demande qui nous a été faite par nos collègues. Et grand merci encore pour ce geste qui matérialise une fois de plus la fraternité, les liens séculaires qui existent entre nos deux pays. Les rencontres, c'est toujours bien et nous espérons que nous reprendrons un nouveau départ dans le cadre de raffermissement des relations entre nos deux pays pour lutter efficacement contre le terrorisme dans notre sous-région et les différents trafics qui ont lieu à la frontière commune entre nos deux pays. Que Dieu bénisse nos deux pays, que Dieu bénisse nos peuples et que nous puissions ensemble vivre heureux et joyeux. Après avoir remercié son homologue ivoirien pour cette noble initiative, le ministre d'État Ténébiraïma Ouattara s'est dit rassuré. Je peux vous rassurer que nous quittons Niangoloko avec le cœur rempli de joie. Nous avons passé en revue tous les points des relations entre les deux pays. Et je peux vous assurer que cette réunion de Niangoloko donnera un nouveau départ aux relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. On ne peut que se féliciter de ce qui vient de se passer ce jour. Je n'en dirai pas plus. Et tout ce que je peux dire, vive la coopération, vive la fraternité entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. 5 points traités à l'ordre du jour au cours de cette rencontre doivent connaître des avancées significatives pour le bonheur des populations ivoiriennes et burkinabées. C'est alors que les travaux ont pris fin sous une très bonne ambiance détendue, dans le respect des valeurs africaines, et la délégation ivoirienne a été fraternellement raccompagnée à la frontière. Voilà qui fait plaisir de voir comme ça nos 2 ministres d'État, ministres de la Défense respectivement de leur pays, s'accorder sous la bannière des valeurs africaines. Nous allons encore en Côte d'Ivoire pour parler de cet entretien accordé par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Tiemoko Melet Kone. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a reçu en audience le 25 avril 2024 au palais présidentiel l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie à 10h pour un entretien d'1 heure. Et à 11h, ce fut au tour de l'ambassadeur du Qatar pour un autre entretien. Et dans ce marathon du 25 avril, qui n'a été de tout repos pour notre équipe de reportage, dirigée par Ousmane Koulibaly, assisté de Lévit Vonan, le président Alassane Ouattara, lui aussi dans son agenda, a accordé une audience. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu en entretien M. Charles Michel, président du Conseil européen. Depuis le palais présidentiel, Ousmane Koulibaly, Lévit Vonan. Un reportage Constant Ricard. Le jeudi 25 avril 2024, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a accordé un entretien au président du Conseil européen, M. Charles Michel, qui effectue une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire.
Le président du Conseil européen a exprimé sa profonde appréciation des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne qui reposent sur deux principes fondamentaux, le respect et la confiance. Nos relations bilatérales sont fondées sur deux principes essentiels, le respect et la confiance. Et quand il y a du respect et de la confiance, quand il y a la volonté de partager un agenda commun, des priorités communes dans le domaine du changement climatique et des défis qui en découlent, que ce soit les défis liés à la situation énergétique, les défis liés à la forestation ou la déforestation, avec un secteur extrêmement important qui nous rapproche, le secteur du cacao, puisque nous sommes, Union européenne, un partenaire commercial et économique au-delà de ce secteur, mais y compris dans ce secteur également. Et merci pour la bonne coopération afin de progresser, afin de veiller aussi à ce que les investisseurs privés puissent jouir d'une situation macro-financière et macroéconomique qui est stable, qui est positive, qui est favorable. Et merci pour les efforts qui sont faits en termes de travail pour garantir de la stabilité, de la sécurité juridique. La volonté de l'Union européenne de coopérer dans le respect et la confiance entre en accord avec la vision du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Je me réjouis de la vitalité de la coopération économique et commerciale entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, qui est d'ailleurs le premier partenaire commercial de notre pays et le premier investisseur en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, nous venons d'avoir un entretien dense et excellent, couvrant quasiment non seulement la situation nationale en Côte d'Ivoire, la situation au niveau du continent africain et la situation internationale. Et donc, nous avons pu échanger sur des sujets d'intérêt commun. Au nombre de ces sujets figure bien évidemment la nécessité de maintenir et de renforcer la vitalité de la coopération économique, les questions liées à la migration illégale et la nécessité de renforcer nos mécanismes et dispositifs de lutte contre la migration clandestine. Nous avons également abordé l'importante question de la lutte contre le changement climatique et aussi de la lutte contre le terrorisme. Alors sur la question du terrorisme, je voudrais vous renouveler nos remerciements pour le soutien de l'Union européenne à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville, que vous avez visité hier. En plus de la collaboration bilatérale, l'Union européenne et la Côte d'Ivoire partagent une vision commune des crises qui secouent le monde en ce moment. Nous voulons la protection des civils, bien sûr la libération des otages israéliens, mais également la protection des civils à Gaza. Et pour cela, les accès humanitaires sont urgents. Un cessez-le-feu est indispensable pour permettre les accès humanitaires. Et nous sommes absolument convaincus que tout doit être fait pour éviter les escalades régionales et pour revenir à la solution à deux États et pour revenir vers un processus de négociation politique et un processus de paix. Les deux personnalités ont également fait un tour d'horizon de la situation sous-régionale et mondiale. Nous avons aussi fait un tour d'horizon de la situation sous-régionale et mondiale, comme je le disais, notamment la situation au Sahel, la guerre en Ukraine ainsi que la crise à Gaza, au Moyen-Orient, et la nécessité de trouver urgemment une solution de paix et de permettre l'accès humanitaire à Gaza dans les plus brefs délais. Bien évidemment, nous avons eu une totale convergence de vues sur toutes ces questions et je voudrais vous remercier de l'éclairage que vous nous avez apporté sur la question de l'Ukraine et du Moyen-Orient et vous dire que nous sommes très attentifs à la position de l'Union européenne sur toutes ces questions compte tenu des liens importants et privilégiés que nous avons avec l'Union européenne. Après Abidjan, le président du Conseil européen, M. Charles Michel, est attendu au Bénin, dernière étape de sa tournée africaine qu'il a menée au Sénégal entre autres.
Il faut noter que le vice-président de la République, M. Thiemo Komelet-Kone, le ministre directeur de cabinet du président de la République, M. Fidel Sarasoro, le ministre des Finances et du Budget, M. Adama Coulibaly, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Léon Kakou Wadja Adom, et la secrétaire générale de la présidence de la République, Mme Masseri Touré-Kone, ont pris part à cet entretien. Tout en vous remerciant pour avoir pris de votre temps pour écouter cette heure d'information africaine vraie, telle que cela se doit dans le respect des téléspectateurs que vous êtes, retenez que vous pouvez continuer à regarder 24 heures sur 24 de l'information et votre chaîne sur les www.cnntv.ci et en diffusion simultanée. Ce programme est aussi sur Voltage 2 téléchargeable sur Google et Apple Store. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Et n'oubliez pas aussi en replay sur www.siwebinfo.net. Je suis Constant Ika. Au revoir.